Bien, bonjour. Donc, il est 14 heures. Donc, on va pouvoir démarrer. Donc, je me présente. Je suis Philippe Martin, donc professeur d'agronomie des territoires à AgroParisTech. Et c'est moi qui vais présider le jury de soutenance de thèse d'Andrea Victor Gabriel sur le thème de le pluralisme des voies d'écologisation de la gestion des biomasses résiduaires en agriculture. Donc, devant un jury composé de deux rapporteurs, donc Safia Menasseri, donc agronome à AgroCampus Ouest, donc Institut Agro maintenant, sur la thématique des matières organiques. Tom Wassenaar, donc chercheur au CIRAD, présentera la composante plus écologie territoriale. Et donc, jury ensuite composé aussi d'examinateurs. Benoît Dedieu, donc directeur de recherche, zootechnicien à Clermont-Ferrand. Gaël Plumcock, chercheur INRAE à Agir, donc sur la dimension économie. Franck-Dominique Vivien, donc professeur à l'université de Reims en économie aussi. Et avec aussi les encadrants directeurs de thèse, donc Philippe Lesquat, zootechnicien, professeur à AgroParisTech, et Sophie Madel-Rieux, zootechnicienne agronome, chercheuse, donc INRAE. Voilà, donc je crois que maintenant tu as la parole donc, pour 45 minutes, et puis on reprendra la main. Merci. Donc, bonjour à tous. La thèse que je soumets aujourd'hui à la discussion du jury est intitulée Le pluralisme des voies d'écologisation de la gestion des biomasses résiduaires, analyse à partir des réseaux métaboliques et études de cas dans la vallée de la Drôme. Avant de commencer, je tiens tout d'abord à remercier les membres du jury d'avoir accepté de participer à cette soutenance. Je remercie aussi particulièrement donc, mon directeur de thèse, Philippe Lesquat, ainsi que mon encadrante, Sophie Madel-Rieux, pour leur accompagnement et leur soutien tout au long de ce doctorat. Plus largement, je remercie aussi le laboratoire du BSM pour avoir accueilli la préparation de ce travail, ainsi que, de manière générale, l'INRAE et l'ADEME pour le financement de mon travail, en particulier dans le cadre du projet BOT. Mon discours va se partager en 5 parties distinctes. Dans une première partie, je vais revenir sur la problématique et en particulier le rôle que jouent les biomasses résiduaires en agriculture, et je vais introduire comment la question du pluralisme des voies d'écologisation est devenue centrale dans mon travail de recherche. Dans une deuxième partie, je présenterai les cadres théoriques. Cette thèse étant donc présentée en sciences agronomiques, j'ai été amené, pour étudier les pratiques des agriculteurs et leur justification, à mobiliser d'autres cadres, et notamment la bioéconomie scientifique et le pragmatisme, que je présenterai dans cette partie. Enfin, la troisième partie de matériel et méthode présentera mon travail de terrain effectué dans la vallée de la Drôme, ainsi que les choix méthodologiques que j'ai été amené à faire. Enfin, les quatrième et cinquième parties présenteront les résultats et la discussion sur lesquels je reviendrai par la suite. Les biomasses résiduaires représentent des matières organiques qui subsistent après une opération physique ou chimique et qui sont utilisées en agriculture, et ceci quelles que soient leurs origines, agricoles ou non agricoles. Il peut s'agir notamment donc d'effluents d'élevage, de fumier, de fientes, de déchets verts, qui peuvent être compostés ou non. Ces matières occupent une place centrale dans le fonctionnement des écosystèmes et en particulier en agriculture, donc pour les cultures, donc en ce qui concerne la fertilisation, ainsi qu'en élevage. Elles s'insèrent plus largement dans un ensemble plus large qu'on appelle le métabolisme socio-économique, qui est représenté ici sur ce schéma, et qui comprend les processus et flux qui sont contrôlés par les humains à leur fin et pour le maintien des structures biophysiques de la société. Il existe une très large variété de biomasses résiduaires, et je vais me concentrer sur celles en lien avec l'agriculture et notamment en lien avec le sol, donc les échanges de paille, de fumier, aussi celles qui organisent des interdépendances entre villes et agriculture, donc notamment des déchets industriels et urbains.
J'ai aussi été amené à étudier les flux de fertilisants chimiques qui, comme nous le verrons par la suite, sont liés de plusieurs manières à la gestion de ces biomasses. En effet, le métabolisme des biomasses résiduaires a connu des bouleversements notables, et ceci en particulier depuis les révolutions industrielles. Les schémas que vous voyez ici présentés introduisent donc les flux d'azote au travers des agroécosystèmes à l'échelle mondiale entre deux dates, 1961 et 2009. Ce que vous voyez ici, donc cette flèche verticale, les flux de fertilisants chimiques et qui, comme vous voyez, ont connu une explosion des volumes au cours des 50 dernières années. Et ce développement de la fertilisation chimique a permis notamment à l'agriculture de rompre sa dépendance envers les déjections animales. Et elle a participé aussi à rompre le lien qui unissait d'un côté la culture et l'élevage, les villes et la campagne, ce que Karl Marx a nommé, dès le XIXe siècle, le rift métabolique. Parmi les manifestations multiples de ces bouleversements, on compte des pertes de fertilité de sol, le développement d'élevage hors sol, des difficultés à valoriser des déchets urbains pour certaines collectivités, ainsi que des pollutions. Vous voyez ici notamment des questions de marée verte ou des accidents industriels liés à l'usage de ces fertilisants chimiques. Ces biomasses résiduaires aussi ont des qualifications diverses qui sont sujettes à question. S'agit-il de produits, de ressources, de déchets, de milieux vivants? Sachant que ces différentes qualifications ne sont pas sans effet sur le devenir de ces matières. Les fumiers peuvent par exemple, dans certaines situations, être considérés comme des déchets et exportés, ou au contraire, ils peuvent être mis en bouchon et vendus comme des produits commerciaux. Certaines collectivités sont amenées à payer pour se débarrasser de leurs déchets verts, alors que d'autres réussissent à les vendre, notamment sous la forme de compost. Ces différentes appellations appellent à des prises en charge différentes de ces biomasses dans le champ politique et institutionnel, c'est-à-dire à différentes voies d'écologisation. En particulier, le recyclage et l'optimisation représentent une voie d'écologisation qui est particulièrement présente dans le champ politique, dans le champ notamment de l'économie circulaire qui invite au bouclage de flux entre acteurs économiques, à supprimer les déchets pour en former des ressources, dans le cadre de la bioéconomie institutionnelle aussi, deux champs donc, qui existent en France au travers de l'Institut national d'économie circulaire ou de la stratégie bioéconomique pour la France. Plus particulièrement, dans le champ de l'agronomie, ces questions sont prises en charge par la prise en compte d'un champ qui est nommé l'écologie industrielle et qui vise à l'étude de ce métabolisme socio-économique dans une perspective de recherche de bouclage de flux de matière et de substances. Il se traduit notamment par des projets de recherche, comme celui qui concerne la gestion agricole des biomasses à l'échelle de l'île de la Réunion, ou dans le champ technique par des réseaux mixtes technologiques, comme le RMT SPICY, et notamment au travers de son axe sur l'économie circulaire. Ces logiques de recyclage et de l'optimisation sont pourtant l'objet de certaines critiques. Les travaux d'historiens ont notamment montré qu'elles ne représentent pas une innovation récente, mais qu'elles ont accompagné la modernisation tout du long de l'industrialisation et qu'elles ont aussi participé à légitimer certains de ces processus d'industrialisation au travers justement d'une justification autour de la gestion de la pollution que peuvent engendrer certaines de ces installations. Plus largement, c'est un projet modernisateur qui sous-tend ces démarches, qui est aussi critiqué comme porteur par exemple d'une vision biaisée de nos dépendances, une vision utilitariste des ressources, ou un manque d'intention, porté aux multiples capacités d'agir du vivant. Certains penseurs, qualifiés parfois de penseurs dans l'Anthropocène, et parmi lesquels figure Bruno Latour, appellent à un changement plus radical de notre représentation dans notre rapport au monde, et selon lui, il s'agirait donc, le problème serait que nous ayons artificiellement séparé nature et culture, et il s'agirait plutôt de penser ensemble, humain et non humain, ou de viser à cultiver des attachements avec le reste du vivant au travers d'une multiplicité de mondes. Une démarche qu'il a nommée la terrestrialisation. Un tel programme s'avère trouver écho aujourd'hui dans les sciences agronomiques, notamment à travers le fait de prendre au sérieux les agriculteurs et leurs multiples rationalités, le fait aussi de prendre en compte
les multiples capacités d'agir de l'humain, des animaux, qui ne sont pas pris en compte exclusivement comme des ressources, mais aussi comme des travailleurs à part entière dans les exploitations agricoles, ou encore au travers de l'émergence d'une nouvelle épistémologie de l'enquête, agroécologique par exemple. Aujourd'hui, la gestion des biomasses résiduaires se retrouve en quelque sorte à la croisée des chemins, entre modernisation d'un côté et terrestrialisation. Et les deux voies d'écologisation se retrouvent aussi problématiques l'une que l'autre. D'un côté, on a une logique modernisatrice du recyclage, de l'optimisation, qui, comme on le voit, perdure et continue depuis près de 200 ans et qui montre aujourd'hui certaines limites. Et de l'autre côté, on a un appel beaucoup plus radical à une transformation de nos manières de regarder nos objets d'étude, une terrestrialisation, mais qui reste, au vu des enjeux énormes qu'elle représente, largement en devenir et qui reste à imaginer. Ainsi, il m'a paru indispensable de conjuguer leurs questionnements dans un même mouvement de pensée et de réussir à tenir ensemble ce que le sens commun ou les frontières disciplinaires séparent parfois dans le traitement, et de réussir à voir comment prendre en charge le pluralisme des voies d'écologisation de la gestion des biomasses résiduaires. Je vais maintenant vous présenter les cadres théoriques, et notamment celui de la bioéconomie scientifique, que j'ai mobilisé pour essayer justement de prendre en charge ces multiples voies d'écologisation. La bioéconomie scientifique provient des travaux d'un économiste roumain de la deuxième partie du XXe siècle, Georgescu Roegen, qui a nourri ses travaux notamment de résultats thermodynamiques ou d'écologie évolutionniste, qui l'ont invité à apporter un changement de regard sur l'économie. Il critique notamment certaines approches qualifiées de modèles stock-flux qui seraient peut-être trop comptables, trop statiques, et qui se limitent à étudier donc les stocks et les flux de capital, de travail, d'intrants, pour s'intéresser à la production, sans donner une place importante au processus matériel qui guide donc ces transformations. À l'inverse, il propose un autre modèle, le modèle fonds-flux, pour l'analyse des processus, qui a comme particularité d'intégrer les fonds, c'est-à-dire les entités durables, agissantes dans les processus économiques, aussi bien les facteurs de production, les humains, les animaux, et que c'est la combinaison de ces fonds et de ces flux qui permet, et qui est l'élément central, et qui permet de comprendre les processus. Il s'agit aussi, selon Georgescu Roegen, de mieux prendre en compte la matérialité de l'économie, c'est-à-dire les ressources naturelles, les questions d'énergie, et donc de tenir compte plus largement de l'ensemble des fonds écologiques qui forment le système Terre et qui sous-tendent en fait l'ensemble des intrants et des fonds dont dépendent nos processus. Il s'agit aussi de tenir compte des résidus, dont des biomasses résiduaires et pas uniquement des produits que l'on souhaite obtenir. Enfin, Georgescu Roegen appelle à une meilleure prise en compte des valeurs. Et c'est ce qu'il appelle la joie de vivre, dans le sens où si l'on participe à des processus économiques, ce n'est pas c'est pour des raisons spécifiques, c'est pour les intérêts et les valeurs que l'on tire de la production, mais aussi, plus largement à mon sens, des multiples valeurs que l'on trouve dans l'expérience. Et toute la question de la bioéconomie, c'est de réussir à maintenir une certaine joie de vivre, donc tenir compte de ces multiples valeurs, sans détruire de l'autre côté le système Terre ou l'ensemble des fonds écologiques sur lesquels s'appuient nos processus économiques. Et si Georgescu Roegen a donné des pistes sur la prise en compte de cette joie de vivre à travers les intérêts qu'on tire de la production, où il s'est intéressé au système Terre, en particulier sous l'angle des contraintes thermodynamiques, il a donné peu de pistes pour penser à la multiplicité de ces fonds écologiques, sociaux, économiques, ou d'autre côté de cette multiplicité de valeurs. Et c'est pour réussir à tenir compte de cela que j'ai été amené à mobiliser un autre cadre, celui du pragmatisme issu de la philosophie. Cette philosophie, donc, qui est développée depuis le début du XXe siècle par des penseurs comme William James ou Charles Peirce, appelle à se concentrer sur les conséquences pratiques et factuelles de nos idées. C'est donc une philosophie empiriste. Ce sont de Charles Peirce qui présente. Il s'agit de considérer quels sont les effets pratiques produits par l'objet de notre conception. La conception de tous ces effets est la conception complète de l'objet. Ainsi, ce n'est pas une vision idéalisée, mais c'est un travail d'enquête empirique qui permet de découvrir la réalité des concepts que l'on mobilise. Et cette enquête
vise à répondre à des problèmes concrets que rencontrent les hommes. Elle est tournée vers l'action. Ainsi, pour les pragmatistes, la valeur des représentations, scientifiques notamment, est liée à l'utilité qu'elles vont nous procurer dans l'expérience. Et ces différentes questions, donc la question de la satisfaction, des fins qu'on va rechercher, et les objets ou les représentations qu'on va faire, qu'on va mobiliser pour arriver, les moyens, ne peuvent pas être pensés séparément. Ils doivent nécessairement ils sont indépendants interdépendants, et ils doivent être pensés ensemble. Et c'est pour réussir à les relier que le pragmatisme nous invite à adopter une approche relationnelle. Il y a, pour les pragmatistes, autant de représentations que de manières d'interagir avec le monde, et il s'agit donc de reconnaître ces multiples façons qu'on peut avoir de relier les objets entre eux, et donc de laisser nécessairement une place au pluralisme. Comment ai-je intégré ces éléments de pragmatisme dans la bioéconomie de Georgescu-Roegen? Je l'ai fait en essayant de former un cadre que j'ai nommé les réseaux métaboliques et qui emprunte à la bioéconomie de Georgescu-Roegen le modèle fond-flux. Mais, dans une démarche empiriste, je n'ai pas cherché à avoir une idée prédéterminée de ces fonds ou de ces flux, mais plutôt à m'intéresser à leurs attributs. Quelles sont ces entités qui ont des attributs de durabilité, de stabilité et d'agencivité dans les processus, et donc de laisser ouverte la question des fonds. De la bioéconomie, j'ai emprunté cette tension, cette question entre d'un côté le système Terre, donc le renouvellement des fonds écologiques, et de l'autre côté les multiples valeurs que l'on trouve dans l'expérience, cette joie de vivre. Mais là, le pragmatisme nous enjoint à ne pas prédéterminer chacun de ces éléments, mais à penser ensemble les fins et les moyens, et donc de s'interroger en même temps sur quels sont les fonds que l'on va représenter scientifiquement en tant qu'objet et lesquels on souhaite maintenir, des fonds écologiques par exemple, auxquels on peut tenir pour de multiples raisons. Enfin, la bioéconomie nous invite à adopter une approche relationnelle, notamment par l'un de ses héritages, celui de l'étude des métabolismes socio-économiques. Mais le pragmatisme nous invite à élargir un petit peu cette approche relationnelle en intégrant la question du pluralisme, et donc de réinterroger les multiples moyens que l'on peut avoir de relier les fonds entre eux. Et c'est donc dans la poursuite de mon travail théorique que j'ai été amené à analyser en même temps donc, les représentations du métabolisme et les voies d'écologisation qu'ils sous-tendent grâce au réseau métabolique. Ces travaux ont notamment donné lieu à un article qui est dans la revue Ecological Economics. Et c'est ce que vous voyez ici dans ce schéma, où j'ai essayé de distinguer différents choix de représentation du métabolisme, celles par exemple qui sont centrées sur des agents économiques, de celles qui vont aller s'intéresser à des compartiments plus larges et des espaces donc pas exclusivement économiques. Et j'ai cherché aussi à les distinguer en fonction de leur voie d'écologisation, ce qui m'a amené à distinguer deux groupes de représentation. D'une part, des approches d'écologie industrielle ou d'optimisation des filières, qui, par leur choix donc, de se centrer sur des agents économiques, de garder une vision utilitariste des ressources, s'inscrivent dans une large mesure dans la continuité de cette modernisation. Dans le deuxième groupe, il s'agit d'approches qui essayent, à mon sens, de prendre en charge certains excès de cette modernisation. Par exemple, l'écologie territoriale et urbaine va considérer que le métabolisme serait devenu trop global et qu'il s'agirait de revenir à l'échelle de petits territoires où l'on pourrait mieux tenir compte des intérêts des différents acteurs en jeu. L'écologie sociale va mettre l'accent sur la taille du métabolisme et considérer qu'il est devenu tellement énorme en termes de volume que pour revenir à quelque chose d'à peu près durable, il s'agirait donc avant tout de réduire ce métabolisme en termes quantitatifs. Enfin, l'écologie marxiste s'intéresse et rajoute à ces questions des questions de justice sociale ou de répartition des richesses. Mon analyse m'a aussi amené à distinguer d'autres approches que j'ai considérées comme plus radicales, dans le sens où elles ne visent pas exclusivement à prendre en charge les excès de la modernisation, mais qu'elles réinterrogent aussi les fondements des représentations scientifiques qui sont liées à cette modernité, et plutôt donc dans une perspective de terrestrialisation. C'est ce qu'on retrouve dans les visions de l'écologie, qui sont portées par certains courants de la sociologie pragmatique, qui invitent à penser ensemble humain et non humain, à dépasser les clivages nature et culture. C'est ce qu'on retrouve aussi en agroécologie, qui vise à ne plus penser l'homme comme exclusivement gestionnaire de son milieu,
mais comme une espèce parmi d'autres en interaction dans un écosystème. Et c'est pour réussir à prendre en charge cette tension entre modernisation et terrestrialisation que j'ai été amené à développer deux essais. D'une part, un essai d'écologie industrielle, vu comme la recherche d'un bouclage de flux de carbone et d'azote entre acteurs économiques d'un territoire, et d'autre part, un essai d'économie de la grandeur, en m'intéressant aux multiples attachements aux vivants au travers d'une multiplicité de mondes. Et tout l'enjeu était de voir en quoi le cadre des réseaux métaboliques permet une mise en dialogue de ces différents programmes contrastés d'écologisation. Je vais vous présenter maintenant les choix méthodologiques. Sachant que j'ai fait des outils méthodologiques assez diversifiés, je vais vous présenter ici ces éléments de méthode à grands traits que je détaillerai un peu par la suite au fil des résultats. Pour la caractérisation des flux et des fonds en écologie industrielle, j'ai cherché à quantifier les productions et les apports de biomasse résiduaire à l'échelle du territoire en utilisant des bases de données nationales et en effectuant notamment des calculs à l'aide de proxy. À l'inverse, l'essai d'économie de la grandeur m'a poussé à m'intéresser aux caractérisations du métabolisme par les agriculteurs. J'ai donc analysé leur discours et notamment leur justification de pratique, et j'ai mobilisé pour cela le modèle des mondes emprunté à Boltanski et Thévenot. Les situations problématiques que j'ai été amené à décrire en écologie industrielle concernent principalement des déséquilibres ou des hétérogénéités spatiales entre production et apport de biomasse résiduaire. C'est pour ça calculer des ratios ou effectuer aussi des travaux de cartographie. À l'inverse, en économie de la grandeur, je me suis intéressé plutôt au bouleversement du métabolisme que vivent les agriculteurs et de voir en quoi elles révèlent des difficultés qu'ils peuvent avoir à composer avec le reste du vivant. Et je me suis aussi attaché à décrire les conflits qui peuvent émerger sur les représentations de ce métabolisme. Enfin, l'approche relationnelle s'est traduite en écologie industrielle par une caractérisation des interdépendances entre acteurs économiques. Donc, j'ai effectué des typologies d'agriculteurs, des représentations en réseau, alors qu'en économie de la grandeur, j'ai plutôt cherché à voir en quoi la gestion des biomasses résiduaires est résultante d'un compromis entre multiples valeurs et de décrire les diverses recompositions de ces compromis face à des situations problématiques. Mon travail d'enquête m'a mené dans la vallée de la Drôme, qui est un territoire connu notamment pour la place qui occupe l'agriculture biologique. J'ai effectué 50 enquêtes, 32 auprès d'agriculteurs, 18 auprès d'élus agricoles et techniciens. Vous voyez sur cette carte la répartition spatiale des exploitations que j'ai été amené à enquêter et qui se répartissent donc notamment sur les 3 communautés de communes du Val de Drôme, du Crétois et Pays de Saillant, ainsi que du Diois. J'ai aussi effectué un suivi d'une action collective d'un projet de composteur, Compostez-moi, sur lequel je reviendrai dans les résultats. J'ai aussi, et par ailleurs, récupéré des données déjà existantes de bases de données nationales ou régionales, ainsi que de la littérature grise récoltée sur place. Je vais maintenant vous présenter dans cette partie des éléments de résultats, en les illustrant notamment à travers d'exemples focalisés sur des effluents d'élevage. En effet, en écologie industrielle, j'ai été amené à décrire la production des effluents d'élevage dans la vallée de la Drôme. J'ai pour ça exploité des bases de données nationales et régionales, comme la base de données d'identification des animaux, l'ordre général agricole, des données régionales à l'échelle Rhône-Alpes de Tara, et j'ai posé ensuite des hypothèses donc sur la production ou les effectifs agricoles qui variaient en fait aussi en fonction des filières, pour présenter des chiffres à l'échelle communale. Et il faut donc garder à l'esprit ici que ces résultats représentent des ordres de grandeur, donc réalisés à l'échelle du territoire et non d'exploitation individuelle. Et ces cartes permettent, donc qui sont ici représentées en tonnes d'effluents par an, permettent d'identifier certaines hétérogénéités. On voit notamment donc que les flux donc, de production des fumiers de fientes de volaille est plutôt concentré dans la basse partie de la vallée, à l'inverse des fumiers bovins qui sont plus répartis sur le territoire et notamment dans les zones montagneuses à l'est de ce territoire. J'ai ensuite mis ces données de production en rapport avec les apports sur culture, donc en tenant compte des surfaces de culture, de leur nature, pour calculer des ratios et établir des excédents ou des déficits. Ramené en unités d'azote par an, le territoire de la vallée de la Drôme se retrouve de manière générale
en déficit d'azote, et ceci que ce soit en bio ou en conventionnel. En agriculture conventionnelle, seuls 10% des apports sur culture sont couverts par la production d'élevage conventionnel. En bio, ce chiffre est de 25%. Cela signifie que 75% des apports sur culture bio proviennent d'autre chose que d'élevage bio du territoire. Il peut s'agir d'élevage bio extérieur au territoire ou aussi dans une grande partie d'élevage conventionnel ou d'engrais commerciaux qui peuvent être importés. On observe aussi, plus en détail, sur cette carte, des hétérogénéités spatiales à l'échelle communale, et notamment donc, le déséquilibre plus marqué dans la basse partie de la Drôme, dans le Val de Drôme, qui est lié notamment à des cultures intensives, irriguées. À l'inverse donc du pays de Saillant ou du Diois, donc plus à l'est du territoire, et qui se retrouve toujours en déficit, mais d'un déficit moindre, notamment lié justement à des productions agricoles plus diversifiées. Enfin, j'ai été amené à effectuer une typologie d'exploitation agricole pour m'intéresser à la place qu'elles occupent donc, dans des réseaux d'interdépendance entre acteurs et à les distinguer donc, en fonction de la circulation de biomasse résiduelle. Et à cette fin, j'ai caractérisé 5 types d'exploitations agricoles différents. Les substituants, en premier lieu, donc, qui sont des exploitations qui vont s'appuyer sur des engrais commerciaux comme source d'azote, plutôt que d'utiliser des biomasses résiduelles. Les importateurs nets, qui eux vont importer des biomasses extérieures pour leur fertilisation et qui sont plutôt donc, des bio avec des cultures à haute valeur ajoutée qui leur permettent justement de payer ces biomasses, donc notamment des cultures semencières, de maraîchage, de la viticulture. Le troisième type de producteurs échangeurs regroupe des exploitations qui produisent et qui vont exporter au moins un type de biomasse résiduelle, donc notamment des polyculteurs éleveurs. Enfin, la quatrième catégorie de hub représente plutôt des plateformes de transit, donc ce sont des agriculteurs qui vont importer et exporter en même temps au moins un type de biomasse résiduelle. Et donc je vous présenterai un petit peu plus en détail par la suite leur rôle un petit peu particulier. Il s'agit souvent de gros élevages bovins, de polyélevages qui vont composter ou revendre certaines de ces matières. Enfin, la dernière catégorie de quasi-autonomes regroupe plutôt des agriculteurs qui ne vont pas importer de biomasse résiduaire à vocation fertilisante et qui sont faiblement dépendants aux engrais commerciaux. Ces agriculteurs sont intégrés dans des réseaux d'interdépendance que j'ai cherché à représenter ici. Et si on prend l'exemple des fumiers ou des fientes, donc des effluents d'élevage, on observe ici que les échanges ont lieu majoritairement entre agriculteurs à échelle locale. On retrouve par exemple donc, ici donc, les producteurs échangeurs avec les échanges entre ces producteurs échangeurs et qui traduisent une complémentarité bien connue en agriculture, la complémentarité culture-élevage, et qui concerne ici en particulier des échanges entre aviculture et céréaliculture. On retrouve aussi ici cette catégorie particulière de hubs qui jouent un rôle pivot et qui vont organiser autour d'eux des réseaux hétérogènes d'agriculteurs en apportant des biomasses résiduaires, par exemple dans le cas des effluents d'élevage, donc des effluents d'autres élevages qui vont les composter et fournir ensuite certaines de ces matières à de plus petites exploitations, notamment maraîchères. On observe aussi que toutes ces biomasses ne viennent pas du territoire et que certaines peuvent être importées, notamment par des transporteurs qui vont permettre donc de faire le lien et de ramener des fumiers de Savoie notamment. Ces réseaux prennent aussi plus de sens si on les compare à ceux d'autres biomasses. On voit ici donc le graphique lié aux déchets industriels et urbains, et on voit que ces réseaux sont très différents, avec une place particulière qu'occupent les sites de compostage, les collectivités, les transformateurs alimentaires notamment. Enfin, donc dans une deuxième partie des résultats, plutôt que de chercher à caractériser ces biomasses à partir de bases de données, je me suis intéressé aux représentations du métabolisme des agriculteurs. Et je me suis appuyé pour les analyser, pour analyser les multiples valeurs qui peuvent accorder à ce métabolisme, sur un modèle, le modèle des mondes, qui est emprunté à Boltanski et Thévenot, pour rendre visible la pluralité des valeurs sur lesquelles s'appuient les acteurs pour justifier de leurs relations. L'hypothèse centrale de celle, c'est que pour se coordonner, les acteurs vont être amenés à s'appuyer sur une vision partagée du bien commun, donc des valeurs de référence communes, et qu'il est possible d'avoir
un nombre limité, en fait, de caractériser un nombre limité de ces valeurs de référence communes. Les auteurs ont donc décrit 6 valeurs de référence communes qui s'intègrent dans ce qu'ils appellent des mondes, donc 6 mondes différents. Le monde industriel, qui est centré autour de la valeur d'efficacité, scientifique notamment, le monde marchand, autour de la concurrence, le monde civique, autour des valeurs de justice ou d'équité, le monde domestique, autour des valeurs de tradition ou d'hierarchie, le monde de l'opinion, autour de la réputation, ou encore le monde inspiré, donc plus sur un rapport sensible direct ou des valeurs plutôt d'inspiration. Et j'ai analysé les discours des agriculteurs en analysant la manière dont ils justifient leur pratique de gestion de biomasse résiduaire et en cherchant à identifier à chaque fois les valeurs auxquelles ils font référence dans leur description. J'ai donc attribué des sections de leur discours à différents mondes, dont je vous présente ici quelques éléments de résultat. On voit que dans les mondes industriels et marchands, les flux sont quantifiés sur des critères physico-chimiques ou en fonction de leur valeur marchande. Par exemple, autour de leur rapport en NPK ou de recherche d'azote au meilleur prix. Les fonds, quant à eux, représentent des instruments au service d'un processus de production, donc autour d'une valeur utilitaire. Il peut s'agir d'outils, de facteurs de production, de partenaires techniques ou commerciaux. Pourtant, les descriptions des agriculteurs ne se limitent pas à ces critères uniquement quantitatifs. Ils s'appuient aussi sur d'autres valeurs pour caractériser les flux. Par exemple, si on pense par exemple au monde inspiré, sur leur rapport sensible ou direct à la nature, ou encore dans le monde domestique sur l'importance qu'ils vont accorder à des pratiques traditionnelles. Les fonds non plus ne sont pas vus uniquement pour leur valeur utilitaire. Des partenaires commerciaux dans le monde marchand peuvent se révéler aussi être des amis ou des proches dans le monde domestique, par exemple. Enfin, je me suis intéressé au bouleversement de ce métabolisme et de voir et les bouleversements aussi des représentations. En particulier, les flux peuvent être soumis à des variations imprévisibles. Un agriculteur peut perdre un partenaire commercial ou observer une baisse de flux de certaines de ses ressources. Ces situations vont transformer la représentation de ce qu'est un bon métabolisme pour un agriculteur. Je prends ici l'exemple donc de Marc, qui est un maraîcher, et qui dit rechercher un fumier local, et pour lequel l'absence de biomasse résiduaire telle qu'il la recherche va le pousser à se réinterroger sur la notion de local. Et il dit aujourd'hui, ça n'a plus de sens de réfléchir à petite échelle, d'échanges entre voisins. Aujourd'hui, l'échelle, c'est la région. C'est vrai qu'on voudrait que ça soit à moins de 50 km, mais bon, on a de fumier à cette échelle. D'autres situations, au contraire, vont traduire l'entrée de nouveaux fonds inattendus dans le métabolisme. Par exemple, des tensions avec de nouveaux voisins néo-ruraux qui vont impliquer des transformations de certaines pratiques d'épandage. Certaines de ces situations vont révéler aussi des représentations mutuellement irréductibles du même problème. Par exemple, pour un agriculteur auprès duquel j'ai pu enquêter, il s'agit d'un problème lié à une mauvaise gestion individuelle. Il y aurait des bons agriculteurs et d'autres qui, je cite, travailleraient comme des cochons, et ce serait eux qui auraient, par exemple, justement des problèmes, on serait confrontés à ces conflits. Pour un autre agriculteur, il s'agirait au contraire d'un problème politique, lié au développement des campings ou des résidences secondaires, qui limitent donc les pratiques traditionnelles, notamment d'épandage d'effluents, au profit d'une vision de l'agriculture plus aseptisée, mobilisant des engrais commerciaux. Enfin, j'ai cherché à voir comment la gestion de ces biomasses résiduaires s'inscrit dans des compromis en valeurs différentes, donc pas exclusivement dans tel ou tel monde qu'on a pu décrire, mais par exemple dans des compromis entre efficacité technique et tradition, dans un compromis industriel et domestique, ou entre efficacité technique et compétitivité, dans un compromis industriel et marchand. Ces compromis sont recomposés sous l'effet de transformation du métabolisme, et par exemple l'arrivée de contamination à la salmonelle sur les élevages, qui vont déstabiliser un compromis préexistant, donc industriel domestique, par exemple, et stabilisé par la confiance. Et c'est ce qu'énonce Pascal, un polyculteur éleveur, qui dit que j'ai un voisin qui m'a demandé d'épandre des fumiers de volaille avec de la salmonellose. J'ai réfléchi, mais je ne voulais pas l'utiliser. Je ne veux pas ça dans mon élevage. Et plus largement, ce que l'on voit, c'est que l'apparition des salmonelles sur les élevages va rompre la confiance locale entre agriculteurs et tout va devenir une source de contamination potentielle. Aussi bien les échanges de fumier, mais aussi les échanges de matériel, ou même les visites d'exploitation. Ainsi, plutôt qu'un compromis industriel domestique, il va se retrouver remplacé par un compromis industriel marchand, stabilisé par des produits standardisés,
Certains de ces fumiers, notamment les fumiers salmonellés, vont être sous-traités et exportés vers des opérateurs privés qui sont capables de prendre en charge un certain nombre de contraintes réglementaires liées à ces matières. Et ces fumiers compostés vont devenir des engrais commerciaux et les agriculteurs eux-mêmes seront amenés à remplacer leur usage de ces matières par des engrais commerciaux eux aussi. Enfin, dans une troisième partie des résultats, j'ai cherché à mettre en rapport j'ai cherché en fait les complémentarités et les tensions entre ces deux essais qui sont très différents et que je viens de vous présenter. Et je me suis appuyé pour ça sur la démarche des réseaux métaboliques qui m'a permis de coupler la typologie d'exploitation agricole telle qu'elle a été développée en écologie industrielle et de l'autre côté les différentes références au monde portées par les agriculteurs. Et j'ai donc caractérisé les justifications en attribuant les fonds et les flux explicités par les agriculteurs à différents mondes, puis j'ai couplé ces données au type d'exploitation agricole. Et si on voit que le discours d'écologie industrielle s'appuie largement sur des valeurs industrielles et marchandes, donc notamment autour d'une valorisation du bouclage des flux qui est supposée comme synergique avec les intérêts économiques individuels des acteurs, on observe que le couplage de ces deux essais montre des interactions un petit peu plus nuancées. Premièrement, on voit que quels que soient les types d'agriculteurs, les justifications issues du monde industriel représentent une part dominante. On voit aussi que la valorisation des mondes industriels et marchands n'implique pas nécessairement un bouclage des flux. Il peut y avoir des exploitations qui sont considérées comme peu vertueuses du point de vue du bouclage des flux, comme des substituants par exemple, et qui s'appuient majoritairement sur les mondes industriels et marchands. À l'inverse, des exploitations qui peuvent être considérées comme plutôt vertueuses du point de vue du bouclage des flux, comme des hubs, vont donner une large place aux justifications d'autres ordres, notamment d'ordre civique, en avançant par exemple qu'elles rendent service à la collectivité ou à leurs voisins. Enfin, j'ai cherché aussi à voir en quoi les problèmes que j'ai pu identifier dans chacun de ces essais étaient liés. En quoi, par exemple, les questions de déséquilibre entre production et apport de biomasse résiduaire, et de l'autre côté, la question du rapport au vivant, ne sont pas des problèmes indépendants. On voit que dans certaines situations, elles convergent. C'est ce qui arrive, par exemple, lorsque des déséquilibres entre production et apport à l'échelle du territoire vont se traduire par une substitution par des engrais organiques de commerce, et derrière, donc, par l'abandon ou de l'élevage ou de lien à l'élevage, et des questions d'appauvrissement du rapport au vivant. Dans d'autres situations, ces deux visions de l'écologie peuvent entrer en tension. Par exemple, la valorisation des déchets urbains est considérée comme vertueuse du point de vue du bouclage des flux. Mais elle peut aussi impliquer une faible prise en compte d'autres vivants, par exemple dans les questions de pollution liées à la qualité du sol ou des questions de relations de voisinage. Un autre exemple, c'est celui de certains collectifs biodynamiques auprès desquels j'ai pu enquêter et qui annoncent vouloir prendre en compte le vivant au travers de multiplicité de valeurs, mais qui, dans cette perspective, vont préférer échanger avec des agriculteurs qui sont plus lointains plutôt que d'échanger avec leurs voisins directs, parfois conventionnels, ce qui peut impliquer, dans certaines conditions, un plus faible bouclage des flux. Enfin, j'ai suivi un projet de composteur collectif porté par une association, l'association Compostez-moi, et qui met, à mon sens, rend visible les interactions et les tensions entre, d'un côté, cet objectif optimisateur de bouclage des flux lié à l'écologie industrielle, et de l'autre côté, les multiples valeurs des agriculteurs et justement les multiples valeurs qu'ils peuvent attacher au vivant. Ce projet est porté donc par cette association et qui est né d'une convergence entre, d'un côté, des éleveurs de volailles qui sont confrontés à un excès de fumier, et de l'autre côté, une collectivité qui peine à trouver des débouchés pour ces déchets. Une démarche d'écologie industrielle a été mise en place par un bureau d'études, en cherchant notamment donc à quantifier les productions et à rechercher justement quelles seraient les meilleures options à mettre en place sur ce composteur. S'agit-il, par exemple, de prendre en charge les fumiers salmonellés? S'agit-il d'accepter des bouts de stations de d'épuration ou de réaliser une granulation? Les différents échanges qui ont eu lieu, notamment au cours des comités de pilotage, au cours de l'Assemblée générale,
ont mené à différents scénarios concurrents qui dessinent aussi des compromis différents de valeurs. Par exemple, un premier scénario avec un compost normé et professionnel tourné vers une clientèle large et qui donc s'appuie plutôt sur un compromis entre valeurs industrielles et marchandes. Il est stabilisé par la standardisation des produits, la granulation, donc dans une logique marchande, au détriment d'un ancrage territorial du projet. Un deuxième scénario voit plutôt le composteur comme au service des agriculteurs, des collectivités et des industriels, dans un compromis entre valeurs civiques et de l'opinion. Et là, ce n'est plus la notion de standardisation ou de granulation qui stabilise ce compromis, mais plutôt la notion de service, par la prise en charge des boues ou des fumiers salmonellés. La notion aussi d'image écologique permet de réunir les acteurs. Enfin, dans une dernière partie, je vais vous présenter certains éléments de discussion. Ces essais que j'ai réalisés amènent à questionner certains récits sur l'écologisation qui peuvent exister dans la vallée de la Drôme, liés notamment à des démarches, aux démarches territoriales nombreuses qui existent, et notamment au projet protéiforme BioVallée, et qui présentent souvent dans lesquels souvent ce territoire est présenté comme écologique et écologique de référence et reproductible. L'étude du métabolisme va porter une vision peut-être un peu moins homogène là-dessus, en mettant en évidence justement des hétérogénéités au sein de ce territoire, montrer que notamment la basse vallée de la Drôme se retrouve à bien des égards assez déséquilibrée en ce qui concerne la gestion des biomasses résiduaires, ou en tout cas des éléments qui contrastent avec l'idée d'un territoire écologique de référence à l'échelle nationale ou européenne. On observe aussi en étudiant ces dynamiques de bouclage des flux qu'elles s'inscrivent, ces dynamiques de bouclage des flux ou de l'autre côté des multiples valeurs que peuvent accorder les agriculteurs au métabolisme, qu'elles s'inscrivent souvent dans une démarche en temps long pour les valeurs liées aux dynamiques de population de ce territoire, liées donc à diverses à des migrations successives. Ou de l'autre côté, en termes de bouclage des flux, des dynamiques qui sont liées aussi à l'histoire du tissu industriel du territoire. Autant d'éléments qui plaident plutôt pour voir ces dynamiques métaboliques au prisme du temps long, plutôt que de les voir comme le produit d'une démarche de projet et donc dans une perspective d'un territoire reproductible. Ces essais réinterrogent aussi certains dualismes entre agriculture conventionnelle et biologique, par exemple. On voit en étudiant le métabolisme que l'agriculture biologique se révèle être fortement dépendante de l'agriculture conventionnelle, notamment au travers des effluents d'élevage. On le retrouve à l'échelle nationale, mais encore plus particulièrement à l'échelle de ce territoire, où l'agriculture biologique représente une part importante des surfaces. On retrouve aussi, en étudiant les multiples valeurs, une convergence entre certains agriculteurs biologiques et conventionnels autour de valeurs industrielles et marchandes. Des convergences qui sont d'ailleurs dénoncées par d'autres agriculteurs biologiques qui voient des faux bio, à l'inverse des véritables bio qui ne se définiraient pas tant par le respect donc justement des contraintes liées au label bio que par les multiples valeurs prises en compte. Enfin, ces travaux m'ont aussi amené à me réinterroger sur ma position d'agronome, au vu notamment des multiples cadres théoriques que j'ai été amené à mobiliser. Mon travail a été un travail d'assemblage. Il s'inscrit en cela dans une certaine continuité. Les historiens ont notamment montré que l'agronomie a toujours représenté une hybridation de multiples savoirs de son époque, issus de la chimie, puis de l'écologie, et enfin aujourd'hui des sciences sociales. Ces diverses hybridations ne sont pas sans créer des tensions. Il n'est donc pas étonnant qu'au moment où on observe en même temps un approfondissement sans précédent de cette logique modernisatrice et d'optimisation et de recyclage, en même temps une critique de plus en plus virulente de ces approches, que l'agronomie se retrouve aujourd'hui tiraillée entre ces différentes questions. Ce que défend cette thèse,
c'est que l'enjeu n'est pas de chercher une voie médiane ou un compromis a priori. Si on est en droit d'espérer qu'il puisse advenir un jour, l'enjeu est plutôt de reconnaître et de prendre en charge cette tension. Les réseaux métaboliques proposent une piste pour prendre en charge certaines de ces tensions, notamment en se réunissant autour de la matérialité des processus en jeu, c'est l'apport de la bioéconomie de Georgescu-Roegen, mais aussi en même temps en reconnaissant la pluralité des valeurs et perspectives en jeu dans la réalité agricole, donc en allant plutôt vers une agronomie plus pragmatique. Et c'est ce que je vais essayer de vous résumer ici dans un petit schéma. En effet, les réseaux métaboliques nous invitent à porter un regard large et à adopter une posture d'enquête en s'intéressant aux multiples composantes de la réalité des pratiques. Et donc à décrire une multiplicité de flux et de fonds. Ici l'exemple d'un agriculteur qui pratique la biodynamie. Il peut s'agir de calendriers lunaires, de bousses de cornes, d'animaux, de la vie du sol, des composts. Toutes ces entités se retrouvent être des objets légitimes d'enquête. Les réseaux métaboliques nous invitent aussi à ne pas nous considérer comme neutres. Nous avons nos propres critères de satisfaction qui nous invitent à décrire des situations problématiques différentes, à chercher à optimiser la production, à boucler les flux ou à prendre en compte certains êtres vivants. Autant d'objectifs qui peuvent se révéler parfois convergents ou parfois en tension. Enfin, ils nous invitent à ne pas nous considérer comme extérieurs au métabolisme. En tant qu'agronome, nous souhaitons souvent agir, transformer le métabolisme, et donc nous considérer comme un acteur à part entière. Il ne s'agit donc pas de porter un jugement rationaliste sur les questions notamment de la biodynamie, mais plutôt d'interroger les relations entre fonds dans une perspective d'action. On peut se demander par exemple si les agriculteurs qui pratiquent la biodynamie ont-ils des meilleurs résultats en termes de production, de bouclage des flux? En quoi les calendriers lunaires vont contribuer par exemple à maintenir des pratiques vertueuses du point de vue de la vie du sol? Ces multiples manières de relier les fonds offrent autant de perspectives d'action ou de leviers possibles sur lesquels on peut s'appuyer pour transformer le métabolisme. Enfin, ce travail de mise en dialogue mérite, à mon sens, d'être poursuivi. Il peut l'être en élargissant à d'autres écoles de pensée. Je pense en particulier à la mise en dialogue entre agroécologie et écologie industrielle, qui m'apparaît particulièrement intéressante en ce qui concerne les systèmes agricoles. En effet, des opinions radicalement différentes coexistent au sujet de leur couplage. Pour certains auteurs, et notamment le fondateur de l'agroécologie, Miguel Altieri, ces deux visions sont intrinsèquement incompatibles, porteuses d'intérêts divergents, d'un côté de l'agro-industrie, de l'autre côté une agriculture paysanne, alors que pour d'autres, au contraire, elles représentent des complémentarités intéressantes et il s'agirait de développer une nouvelle écologie agro-industrielle. Les réseaux métaboliques invitent à une mise en discussion pratique, mais à chaque fois sur des cas concrets, en comparant et en mettant en dialogue ces écoles sur différents terrains, et à chaque fois, donc dans une réflexion à chaque fois renouvelée. Il s'agit aussi d'élargir la réflexion à d'autres biomasses résiduaires ou liées à d'autres fonds, en interrogeant par exemple celles liées au climat, en s'intéressant aux flux de gaz à effet de serre notamment, ou de penser ou de donner une place plus importante aux animaux. Je vous remercie pour votre attention.